Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du cercle WB, winebusiness.club. Notre conférence du jour est parrainée par Actoria Group et elle a pour thème « Comment booster sa croissance grâce aux fusions-acquisitions ». Pour en débattre, 5 experts mondialement reconnus, j'ai cité Fabrice Lange, Isabelle Bonal, Gilles Paquereau, Francis Hubrecht, Frédéric Gross. Et nous retrouvons Fabrice Lange pour une présentation d'Actoria Group. Bonsoir à tous. Merci Alain pour cette présentation. En effet, j'ai l'honneur de diriger ce groupe maintenant depuis une vingtaine d'années. J'ai créé ce groupe en 2002. Nous avons commencé d'ailleurs à ouvrir à Londres dans un premier temps et aujourd'hui nous sommes implantés dans 6 pays au niveau international et nous sommes en forte croissance puisque nous travaillons aujourd'hui en 5 langues. Nous travaillons en français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol. Donc nous gérons des opérations sur plusieurs continents. Toujours dans le domaine des fusions-acquisitions, nous allons en parler, soit du côté ce qu'on appelle sell side, lorsqu'un client souhaite sortir de son entreprise, mais aussi de l'autre côté buy side, lorsqu'il souhaite investir, au contraire acquérir une entreprise. Je souhaiterais vous raconter une petite histoire. Alors une histoire réelle qui s'est réalisée il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, mais très intéressante, qui va tout de suite brosser le tableau véritablement. Alors nous avions un client qui intervenait dans le secteur de l'intelligence économique. Il était présent en Europe, sur quelques pays européens. Une petite entreprise qui réalisait à l'époque 1 million de chiffre d'affaires, qui avait quelques consultants. Le dirigeant a été très ambitieux. Il voulait croître très rapidement. Il s'était efforcé de se concentrer sur la croissance organique. Donc, il avait intégré au fil des années quelques talents. Mais il était très frustré. Il trouvait que la croissance restait molle. Il avait une croissance de 5% en moyenne chaque année de son chiffre d'affaires. Et il voulait trouver d'autres leviers, évidemment, pour booster, pour accélérer cette croissance. Donc il a pris contact avec nous pour nous dire qu'est-ce que vous pourriez faire pour moi, pour m'aider véritablement à passer à un stade supérieur, à doubler, tripler, quadrupler le chiffre d'affaires, et si possible, rapidement. Alors nous avons effectué un premier temps un diagnostic stratégique de l'entreprise pour comprendre le pourquoi de cette stratégie de croissance externe, pourquoi on devrait mettre en place une stratégie de croissance externe à côté de cette croissance organique qu'il faisait d'ores et déjà, et puis surtout pourquoi faire, le why for what, pourquoi faire, quels seraient les objectifs de cette croissance stratégique, de ce plan stratégique. Eh bien, nous avons, suite à ce diagnostic, rapidement mis en place un plan stratégique et nous lui avons proposé un plan d'acquisition d'entreprise, qu'on appelle dans notre jargon un build-up, véritablement. Et donc, nous avons commencé à chercher des entreprises sur le marché. Alors, ça a été assez rapide, puisque au bout d'à peu près 1 mois, on a trouvé une cible sur le marché, et on l'a trouvée assez loin, on l'a trouvée au Moyen-Orient. Donc, c'est une entreprise d'intelligence économique qui était implantée sur le Moyen-Orient, qui avait des contacts au niveau de gouvernement, au niveau d'entreprises établies notamment sur la région du Golfe, et au niveau d'institutions qui étaient aussi importantes. Cette entreprise réalisait à l'époque 2 millions de dollars de chiffre d'affaires, et tenez-vous bien, elle était présentée à 10 millions de valorisation, donc ils en voulaient 10 millions pour 2 millions de chiffre d'affaires. Alors nous, on a dit rapidement au client, c'est une entreprise intéressante, mais pour nous, elle est un peu survalorisée. Il faut aller négocier. On va baisser le prix de cette entreprise. Notre client, contre toute attente, nous a dit non, on ne négocie pas. Je me suis renseigné sur l'entreprise, on accepte le prix. J'ai dit mais pourquoi ? Il faut négocier quand même quelque chose. Non, attendez. Cette entreprise a des actifs immatériels et notamment des contacts privilégiés avec les plus grandes institutions, les plus grandes entreprises et les gouvernements au Moyen-Orient que nous ne pourrons jamais avoir en local sans disposer
véritablement de gens sur place. Cette société au Moyen-Orient dispose de consultants qui a d'ores et déjà ces contacts privilégiés. Et donc, si on veut aller sur ce marché, nous n'avons pas le choix, parce que tout seul, on ne va jamais y arriver. On ne pourra jamais aller sur le marché Moyen-Orient. Or, ce marché nous intéresse énormément. Nous voulons aller sur ce marché. En plus, cette entreprise avait aussi des contacts sur l'Asie en plus. Donc finalement, on a fait l'opération, on a payé ce prix. Notre client a estimé que finalement, OK, il y avait une valeur à court terme qui était très élevée, mais à long terme, il y avait un potentiel de croissance très important. Aujourd'hui, notre client réalise plus de 25 millions de chiffre d'affaires au niveau mondial et nous avons effectué d'autres acquisitions pour lui. Voici ce que c'est qu'une acquisition stratégique. Une fois qu'on a brossé ce cadre, j'aimerais qu'on avance maintenant pour vous mettre en avant, et vous allez voir, ça va être très intéressant, c'est même passionnant, tous les avantages que l'on peut trouver dans les fusions-acquisitions pour vous aider véritablement à croître plus rapidement. Nous, on en est complètement convaincus chez Actoria et nos clients qui viennent nous voir ensuite en sont eux-mêmes totalement convaincus. Il est totalement indispensable, on va vous le dire ce soir, d'intégrer dans votre stratégie le levier fusion-acquisition à côté de la croissance organique. Alors on va commencer ce soir avec Gilles qui va nous parler notamment des acquisitions d'entreprises et des avantages des acquisitions d'entreprises. On poursuivra par la suite sur les aspects gouvernance d'entreprise, gouvernance durable notamment par le MBO. Vous allez voir, c'est un levier très intéressant, le MBO. On verra aussi les aspects actifs immatériels, comment valoriser vos actifs immatériels pour mieux vendre votre entreprise. Et ça, on va voir ça avec Frédéric. Puis on va terminer sur les aspects culturels d'entreprise. Les aspects culturels sont centraux dans notre métier. On dit que si on ne prend pas en compte la dimension culturelle, on passe à côté d'une opération de fusion-acquisition. C'est vraiment, à notre avis, la clé du succès. Et on verra ça avec Isabelle. Donc on va commencer avec Gilles ce soir sur les acquisitions. Merci Donc, Fabrice. Gilles, ton périmètre, c'est la France. C'est la France. Toi, oui, tu oui. bosses en fait, le seul qui ne bosse pas, c'est Fabrice, c'est ça? C'est vrai que l'objectif, c'est outre une augmentation du chiffre d'affaires, parce qu'en principe, 1 plus 1, ça fait 2. C'est bien pour ça, la croissance externe, c'est bien ça. J'achète aussi un portefeuille de clients, j'achète un nouveau marché, j'achète de nouveaux talents, j'achète des compétences, des certifications. Donc tout ça, c'est l'intérêt de faire une opération de croissance externe. Alors, pour être très pragmatique, je vais prendre le cas d'une mission qu'Actoria a en ce moment, qui pourrait intéresser, alors peut-être dans cette assemblée, il y a des acheteurs potentiels, qui pourraient intéresser une société qui est dans le monde de l'informatique, de l'IT. Alors je vais vous dire un petit peu ce que propose cette PME dont nous avons le mandat. Elle propose en fait un service de délégation de compétences. C'est quoi? C'est la régie, c'est-à-dire qui met à la disposition d'un client final des consultants. L'avantage, c'est que là, ils sont in situ. Le profil de cette PME, boîte qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle a 11 ans d'ancienneté, tenue par un jeune couple, des quadras. C'est fini, les opérations de cession où c'était des papy boomers qui cherchaient à vendre leur entreprise. Maintenant, on a des quadras qui cherchent à vendre leur entreprise parce qu'ils ont d'autres projets. Très rentable, un EBITDA de 250 000 euros, disposant d'un cash entre 450 et 550 000 euros, un BFR négatif, moins 240 000 euros, pas de dette, si ce n'est 2 comptes courants associés, il y en a pour 42 000 euros. Donc une trésorerie excédentaire de 650 000 euros. Voyons maintenant, donc voilà ce que vous achèteriez. Voyons un petit peu le portefeuille client. Cette société n'a que des grands comptes. La Société Générale, Louis Vuitton, Lagardère Media, Air Liquide, Agirc Carco, Klépierre. Que des grands comptes. Vous cherchez tous à obtenir ces grands comptes. Voilà. Vous les achetez. Voyons maintenant les talents, les compétences. Je vous rappelle, cette société met chez des clients des consultants. Vous allez avoir des experts. On est dans le réseau et dans la cybersécurité. Cybersécurité, c'est un marché extraordinaire aujourd'hui. Non seulement les grands comptes, les grands groupes sont intéressés et sont très motivés à s'équiper en tout cas de cybersécurité,
Mais de plus en plus, on dit que les PME vont être obligées de s'intéresser à cet aspect-là et de se protéger des attaques éventuelles. Voyons un petit peu donc ses talents et ses compétences. Il y a dedans des experts réseau, il y a des experts cybersécurité, des experts Wi-Fi, des architectes réseau, des architectes système. L'expérience de ces gens-là, ce n'est pas des gens qui ont 1 an ou 2 heures d'expérience. Ce sont des consultants qui ont entre 7 et 13 ans d'ancienneté, d'expérience. Un taux journalier entre 550 et 800 euros par jour. Certains sont même ISO 27001. Pour ceux qui sont dans l'informatique, ça doit leur dire quelque chose. Contrairement aux plateformes où là, il y a de la recherche, se fait, bon, il y a un consultant qui cherche une mission, la plateforme a une mission d'un client, on essaie de mettre les gens en relation, ça ne matche pas forcément. Cette PME-là, c'est son avantage, c'est aussi son métier, c'est qu'elle est capable d'adapter pour chaque type de client finaux qui a un besoin très spécifique, le consultant idoine. Et s'il ne l'a pas, parce que je crois qu'il y en a 15 ou 17, et s'il ne l'a pas dans son réseau, elle va procéder à un recrutement. Ainsi, elle va pouvoir présenter au client final un consultant qui va répondre à sa véritable demande. Les missions, ce ne sont pas des missions de 15 jours, de 1 mois ou de 6 mois. Ce sont des missions qui, en moyenne, sont de 3 ans. La Société Générale, la mission a été de 5 ans. Les consultants sont 20 jours par mois in situ, sont presque des collaborateurs de l'entreprise. C'est intéressant pour le client parce qu'il a une véritable aide et est toujours présent. C'est intéressant pour le consultant. Pourquoi irait-il chercher ailleurs? Il sait qu'il va avoir, grâce à cette PME, il va avoir des missions de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Ça rassure tout le monde. Et l'entreprise, elle aussi, bien évidemment, est rassurée. Et il y a aussi la notion de marque. Quand vous avez, ce qui est le cas de cette entreprise, quand vous avez une entreprise qui a une excellente image de marque, gardez-la, cette marque. Souvent, elle est déposée, donc gardez-la, au moins pendant quelques années. Faites un co-branding, quitte à, dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous faites une fusion totale. Donc, si je devais résumer un petit peu tout ça, et je réponds à ce que disait monsieur, en fait, parce que c'est véritablement ce que vous venez de dire, c'est ce que je viens de dire. Si vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, accéder à de nouveaux marchés, acquérir un portefeuille client, augmenter vos compétences, trouver des talents, mais c'est aussi une façon d'augmenter la valorisation de votre entreprise. Parce qu'à terme, vous allez peut-être avoir envie, vous aussi, de la céder. Mais ce n'est plus la même. Donc, voilà, c'est l'objectif un petit peu de la fusion-acquisition, la croissance externe. Super, voilà. Gilles. Francis, alors on parle un peu, qu'est-ce qui se passe en Belgique? Tout va bien, le marché est dynamique ou pas? Toi, tu es le patron pour la Belgique, pour le Benelux. Non, Benelux, oui. Marché très dynamique. Ouais, tu es un ancien banquier, c'est comme ça, quoi. Un ancien banquier, oui. Voilà. Et dans la consultance depuis une dizaine d'années. Bon, alors on parle des enjeux, là, donc les MBO, la gouvernance, ça c'est des éléments importants? On va se mettre du côté du cédant. Le cédant qui se positionne à vouloir céder son entreprise. Gilles vient de nous expliquer que l'acquisition d'entreprise constitue un très bon levier de croissance. La question qu'on a à se poser lorsqu'on va céder une entreprise, c'est de se dire, tiens, à long terme, la sécurisation de la gouvernance de l'entreprise dans une mise en place d'une stratégie de croissance. Est-ce qu'on peut la retrouver forcément uniquement par le fait de le céder à des personnes extérieures? On peut vendre bien sûr son entreprise, mais on peut se poser la question à un certain moment s'il n'est pas plus judicieux de proposer au cadre de l'entreprise, en reconnaissance du nombre d'années qu'ils travaillent dans cette entreprise, de reprendre les rênes eux-mêmes de l'outil dans lequel ils travaillent depuis un certain nombre d'années, ce qu'on appelle le MBO, le Management Buyout, c'est le rachat de l'entreprise par les cadres de l'entreprise, qui est un formidable moyen de sécuriser la gouvernance d'une entreprise et par la même occasion de générer une certaine croissance. Sécuriser, mais aussi booster la croissance grâce aux ressources internes de l'entreprise, avec un sang neuf à la direction, des gens qui connaissent l'entreprise et qui vont pérenniser la gouvernance de celle-ci. Cette solution offre des avantages par rapport à une cession vers des acquéreurs extérieurs, au niveau de la rapidité de l'opération,
au niveau de la discrétion de l'opération et au niveau de la continuité de l'entreprise. Je me dis toujours, une entreprise qui est à céder, il est toujours important de se poser la question, est-ce que la solution de reprise ne se trouve pas en interne? Et après avoir répondu à cette question, de voir à l'extérieur. Je vais vous citer 3 cas de cession d'entreprise en MBO que nous avons eu la chance d'accompagner. Le premier exemple est celui d'une société immobilière au Grand-Duché de Luxembourg. Le gérant de l'entreprise décide de se retirer et de préparer sa retraite et décide de remettre son activité à son directeur commercial car il considère que cette personne est capable de gérer l'entreprise et d'assurer la pérennité de celle-ci. Il lui propose de l'accompagner pendant un certain temps et donc après un certain nombre de réunions qu'ils ont eues, elle convainc le directeur commercial de reprendre l'entreprise. Nous les avons accompagnés dans la mise en place du dossier, le plan stratégique et la préparation de cette acquisition. Et l'entreprise a été reprise par le directeur commercial. Le patron de l'entreprise a signé un contrat de 2 ans jusqu'à sa retraite officielle où il s'est retiré. Mais grâce à ça, le directeur commercial a pu développer les idées qu'il avait pour son entreprise avec un soutien de l'ancien propriétaire de l'entreprise. Un deuxième exemple qui est différent, mais qui montre bien la diversité au niveau du MBO. Je prends l'exemple d'un groupe européen qui offrait des services dans la transformation numérique, qui avait voulu se désinvestir d'une partie de son activité et se recentrer sur son métier de base. Cette entreprise avait un département de distribution de consommables informatiques. Ça ne collait plus trop avec le développement qu'ils avaient au niveau de leur core business. Et donc, ils ont cédé l'entreprise au manager qui s'occupait de cette entité de consommables informatiques. Il a racheté l'entreprise, il a élargi la gamme et il a étendu toute l'activité au niveau de tout ce qui était fourniture de bureaux et il a connu une très forte croissance. Et d'un autre côté, l'entreprise qui a cédé cette partie a pu continuer à se développer au niveau de son core business. Et puis dans la diversité des MBO, je vais donner un 3e exemple. C'est l'exemple d'une grosse entreprise qui est un outlet store qui était dans le secteur du textile, de la décoration et du mobilier de maison. Cette entreprise connaissait de très grosses difficultés. Et cette difficulté était à un point tel que les associés pensaient à faire aveu de faillite. Et en discutant en interne, les cadres de l'entreprise se sont dit « mais c'est dommage, c'est une entreprise qui a un potentiel ». Et il y a eu des discussions avec les associés de l'entreprise. Les cadres de l'entreprise ont repris l'entreprise de leur patron. Et ce rachat était vraiment un déclencheur du sauvetage de l'entreprise, une mise en place d'une nouvelle dynamique et une croissance importante en est venue par après. Ils ont développé, ils ont triplé le chiffre d'affaires et ils se sont retrouvés une très forte rentabilité. Donc le MBO est une possibilité très intéressante dans un processus de cession avec de nombreux avantages. Le premier avantage est bien sûr celui de la continuité au niveau de la gestion. Les dirigeants connaissent déjà l'entreprise, ils connaissent les opérations, ils connaissent les défis et ça facilite une transition en douceur. On va aligner aussi les intérêts personnels des nouveaux dirigeants avec ceux de l'entreprise. Ça va générer une super motivation et un engagement accru de ceux-ci. Et alors, on va les retrouver, les résultats au niveau des performances de l'entreprise, avec en plus le fait qu'ils connaissent très bien l'entreprise, ils connaissent les opérations, ils connaissent le marché, ils connaissent les clients, ils connaissent les concurrents. Et ça va leur permettre à certains moments de prendre des décisions importantes lorsque des moments difficiles apparaîtront dans l'entreprise et ils seront là pour pérenniser l'entreprise. Il y aura une flexibilité dans la structure de la mise en place de l'opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des négociations qui va y avoir lieu, les discussions sont beaucoup plus souples au niveau du prix, au niveau des modalités de paiement et au niveau des conditions de sortie des anciens patrons de l'entreprise. Et ça permet aussi d'adapter l'opération aux besoins spécifiques
tant au niveau du cédant qu'au niveau de l'acquéreur. Les relations existantes sont maintenues au niveau de toutes les parties prenantes, ce qui veut dire que les relations au niveau des clients restent, au niveau des fournisseurs, au niveau des employés. Il y a une stabilité qui existe au niveau de l'entreprise, ainsi qu'aux autres parties prenantes extérieures, les banques et les autres contreparties. Au niveau des modalités, dans certains cas, le MBO, il y a la problématique de la confidentialité qui est beaucoup plus facile à garder du fait que toutes les discussions se font en interne et qu'il n'est pas nécessaire d'attirer l'attention à des investisseurs extérieurs et au public. Les choses se font très discrètement. Le mécanisme du MBO est un mécanisme identique à celui d'une acquisition en LBO par des acquéreurs extérieurs, création d'une société holding qui va chercher son financement et qui va prendre l'ensemble des parts de la société qu'il veut acquérir. Les spécificités du MBO par rapport à un leverage buyout, un LBO, c'est que l'implication du management actuel est très importante dans le processus. Ils vont accompagner les acquéreurs jusqu'à la réalisation de l'acquisition dans tout le processus de mise en place, de telle manière que les choses se passent très, très bien. Et les objectifs de l'équipe de direction, la transition, va pouvoir se faire progressivement. Au niveau des financements, c'est assez identique à ce que ça peut être dans le cadre d'un LBO. On va avoir des capitaux propres qui sont nécessaires quand même pour faire l'acquisition, une dette senior qui sera sous forme d'un prêt bancaire ou d'obligation, des investisseurs qui vont intervenir sous forme de private equity ou d'investissement, et aussi, dans certains cas, d'un crédit vendeur. Il y a des personnes qui désirent céder leur entreprise, mais qui veulent mettre toutes les chances du côté de l'acquéreur pour que son entreprise continue, et de telle manière qu'ils aient tout en main pour que le processus se passe bien. Donc vous voyez, la transmission de l'entreprise à ses cadres permet, au-delà de la performance comptable, de garantir la pérennité de l'entreprise. C'est un magnifique exemple de valeur immatérielle dont va nous parler Frédéric. Alors, comme l'a dit Francis, la gouvernance de l'entreprise, les ressources humaines sont pour toutes les entreprises des éléments qui sont clés. Ce sont malheureusement des éléments qu'on ne trouve pas dans les comptabilités. Alors, pour ceux qui suivent l'actualité automobile, on a vu ce week-end Ferrari gagner aux 24 heures du Mans. Vous pouvez bien imaginer que l'équipe qui a gagné, dans tous les collaborateurs qui ont participé, le savoir-faire de cette équipe, mais également la coordination qu'il a fallu faire pour que tout soit aligné, eh bien, ça, c'est quelque chose qui est prépondérant dans le succès de l'équipe. Tout le monde avait à peu près les mêmes ingrédients, eux, ils ont gagné. Et encore une fois, dans les comptabilités, on ne trouve pas ces chiffres-là. Aujourd'hui, on atteste qu'entre 60 et 80% d'une valeur d'entreprise est formée de l'immatériel, de l'intangible. Alors évidemment, il y a ces exemples qu'on connaît tous. On a Blablacar qui n'a pas de flotte de véhicules, mais qui est valorisé 2 milliards d'euros. On a Meta, qui est le propriétaire de Facebook, qui a une immense communauté, qui ne fabrique pas de contenu et qui pourtant, aujourd'hui, est un groupe média à 680 milliards de dollars en termes de valorisation boursière. Ou alors Airbnb, qui est la plus grande société de location de biens immobiliers à court terme et qui n'est pas propriétaire des logements qu'elle met à disposition. Aujourd'hui, c'est 75 milliards de valorisation. Donc on voit bien qu'on a dépassé les actifs matériels stricts pour valoriser une société. Il y a autre chose qui s'est ajouté, il y a quelque chose d'un peu moins tangible. Et c'est ça qu'il faut essayer de remettre un petit peu dans la comptabilité, parce qu'évidemment, il y a des questions de normes. Je prends un exemple encore une fois bien connu, la société Nike a dans son bilan la fameuse griffe qui est à 35 $. C'est le coût qui a été payé pour réaliser ça. La valorisation de la marque elle-même, c'est un peu plus de 33 milliards de dollars. En fait, essentiellement, c'est la capacité qu'a cette marque, quand elle griffe n'importe quel produit, d'être mieux vendue. Et cette valorisation-là, elle n'est pas à l'intérieur des états financiers. Le marché, pour une partie, en prend compte. Nous avons un de nos clients qui a une société qui est cotée. La société le cote à peu près à 10 millions.
10 millions, le marché a déjà anticipé une valeur immatérielle. Nous avons fait l'analyse un peu plus détaillée avec des actifs immatériels financiers. On est déjà à 40% de plus. Donc il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, investir dans l'immatériel dans une société, c'est quand même une stratégie qui est une stratégie gagnante. C'est une stratégie qu'on peut faire à l'interne, c'est ce que beaucoup de sociétés développent, il y a un savoir-faire, et puis on peut avoir envie de la faire à l'externe, c'est de l'accélération, c'est ça qu'on cherche. Maintenant, mes collègues ont déjà exprimé, je vais le faire un peu plus rapidement avec mon point de vue, il y a des avantages à aller chercher des entreprises à l'externe pour faire de la croissance basée sur cette recherche d'immatériel. On va prendre un exemple. Sanofi a voulu acquérir une société américaine, Prévention Bio. Cette société avait un traitement exclusif sur le diabète de type 1. Malheureusement, c'est une maladie en fort développement. Alors, la stratégie qui a été annoncée au marché, mais c'est une stratégie que n'importe quelle PME peut avoir, c'était création de valeur. L'actif immatériel, le savoir-faire, les brevets, les équipes fait partie d'une création de valeur à long terme pour l'entreprise qui va générer des revenus. L'avantage concurrentiel, évidemment, si on a réussi à avoir ces actifs immatériels chez Sanofi, ça peut amener un avantage par rapport aux concurrents parce qu'on a ce produit exclusif qu'on met en avant. Le développement, évidemment, ça va faciliter l'expansion. Sanofi, par exemple, n'était pas très présente au Mexique. Le Mexique est un pays très touché par cette maladie. Eh bien, avec ce traitement-là, ils peuvent pénétrer le marché. Quatrième avantage, la protection. Certes, un brevet va protéger de manière momentanée une société contre une concurrence. Et qu'est-ce qui va prendre le relais? C'est la marque, un autre actif immatériel. Une fois qu'est passé ce temps de protection juridique, arrive la force de la marque qui permet à la société de continuer à vendre son produit et faire face, par exemple, au générique. Et enfin, parce que c'est la finalité, la valorisation. La force de l'immatériel dans une valorisation est assez importante. Tout n'est pas simplement une augmentation de prix, c'est aussi une solidité du prix. Alors on va reprendre l'analogie des 24 heures du Mans. Il faut vous imaginer, lorsque vous faites de la croissance externe, en développement, vous avez deux méthodes de pensée. Vous allez pouvoir piloter sur la ligne droite des Hunaudières, 350 km/h, un énorme stress, et vous pilotez uniquement avec le petit rétroviseur. Là, vous allez retrouver votre banquier, vous allez retrouver votre auditeur. Ils sont tous là en train de vouloir piloter avec ce qui se passe derrière, l'historique de la société. Ou alors, vous arrivez à vous concentrer sur la route qui est devant, avec un grand pare-brise, avec tout qui est possible. Et c'est là où Actoria va vous accompagner. C'est là aujourd'hui où on peut faire les choses, c'est-à-dire on va valoriser les actifs immatériels, regarder ce qui est devant, regarder ce qui est possible. Maintenant, l'exemple des multinationales, c'est vrai que c'est l'avantage d'être connu. Plus petit, la Phocéenne Cosmétique a racheté Laboratoire Vendôme. C'est une petite société qui avait deux objectifs. La stratégie de développement de cette société pour acheter des marques et donc se faire connaître. Mais d'un autre côté, cette société basée sur ses propres marques a réussi à aller chercher des fonds sans perdre la majorité. En activant ses propres valeurs immatérielles, les fondateurs ont gardé le contrôle de leur société pour se financer, pour faire de l'acquisition. Et puis pour revenir à l'esprit du club et à Alain Marty, si on revient sur le chapitre du vin, eh bien LVMH a acquis 50% de Cheval Blanc. À un bon prix. À un bon prix. Ils n'ont pas été acheter un lopin de terre avec quelques ceps de vigne. Ils sont allés chercher une marque, un savoir-faire, une notoriété et une communauté. Le prix qu'ils ont pu le payer, ce n'est pas uniquement ce qu'est capable de faire Cheval Blanc avec sa propre clientèle, c'est aussi ce que le groupe LVMH va pouvoir proposer à cette même clientèle dans son catalogue. Alors le capital immatériel, vous l'avez compris, c'est une ressource qui est extrêmement importante aujourd'hui dans chaque entreprise. Il faut l'identifier, il faut la développer, il faut la piloter. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler une fois que le diagnostic a été fait. Et ça permet justement de mettre en place une stratégie de croissance basée sur l'acquisition parce que c'est un accélérateur. Et c'est comme ça que nous le comprenons parce que les PME aujourd'hui ont besoin de se positionner. Et à partir de là, ça permet aussi à deux entrepreneurs de partager autre chose qu'un prix. Notre métier a ceci de fabuleux. À la fin, on a deux entrepreneurs à une table. On peut plonger dans les contrats pendant 20 minutes, ou alors on peut commencer à parler de ce qui nous anime en dehors de l'aspect du prix. Et souvent, l'immatériel, le savoir-faire, la marque, l'expérience, le respect, ça fait partie justement de ces négociations qui amènent à la conclusion.
Maintenant, les valeurs immatérielles, on va rajouter la culture d'entreprise. Isabelle va vous en parler. Ça permet de maximiser le succès d'une transaction. Actoria est présente sur plusieurs marchés, vous l'avez entendu. Il nous arrive relativement souvent de faire du transfrontalier. Et c'est un élément à ne pas minimiser juste dans cet exemple transfrontalier pour pouvoir avoir des succès dans les transactions à long terme. Merci Frédéric. Alors Isabelle, toi, ton périmètre, c'est la culture d'entreprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acheter ou vendre une boîte et est spontanément concerné par ça? Parce que là, il est très gentil, Frédéric, mais le prix, c'est important aussi, non? Oui, oui, tout à fait. En fait, eh bien, comme tu dis, on y pense rarement, loin des yeux, loin du cœur, loin de l'esprit. La culture reste souvent imperceptible aux yeux non aguerris. Et pourtant, 70% des plans de transformation d'entreprise et voire jusqu'à 50% des plans d'acquisition n'arrivent pas à la valeur attendue, la création de valeur attendue lors de ces opérations. Donc c'est quelque chose qui est assez courant dans la littérature. On parle de choc des cultures. Et bien évidemment, on pense en premier lieu à un choc de culture nationale. On pense aux cas médiatisés, Renault, Volvo. On se dit, voilà, bien sûr, les Suédois, c'est pas comme les Français. Donc ça crée un certain nombre de problèmes de communication, un certain nombre de problèmes d'échange. Qui peuvent causer l'arrêt de ce projet d'acquisition. Alors, qu'est-ce qu'une culture d'entreprise ? Parce que si ce n'est pas la culture nationale, qu'est-ce que c'est ? J'aime bien dire que la culture fait partie de l'ADN de l'entreprise, et l'ADN serait constitué de son identité, de la marque de l'entreprise, et en même temps de sa culture qui serait son identité intérieure. Donc quand on parle de culture, je ne sais pas si vous pouvez vous poser la question, si je devais vous demander quelle est votre culture d'entreprise, est-ce que vous sauriez tout de suite me répondre ? Quelle est la culture du Wine Business Club ? Oula. Est-ce l'hédonisme, le sens du partage, la convivialité, un petit peu les valeurs, voilà, l'échange, qui sont prépondérantes et qui nourrissent implicitement l'esprit, le mindset des équipes, voilà, et qui permet de fournir l'expérience qui fait partie de la mission du wine business. Donc ça, c'est un petit peu un exemple pour expliquer comment finalement cette culture qui est intangible peut devenir tangible. On passe de l'implicite à l'explicite. Donc souvent, on parle d'iceberg culturel. On va voir l'aspect... on va parler de la performance, des comportements, voire des résultats de l'entreprise. Et puis, il y a l'aspect invisible, les valeurs, les croyances, qui sont la plus grosse partie et qui vont conditionner finalement les comportements, les résultats. Et la question qui était posée, c'est est-ce que la culture mange la stratégie au petit déjeuner ou pas ? Mais ce n'est pas le sujet de cette conférence. En tout cas, l'idée, c'est de comprendre ce choc culturel et de se demander comment on peut adresser ce choc, réduire les risques. Aujourd'hui, il faut aussi comprendre cet aspect culturel pour comprendre comment adresser ces risques. Et d'une façon simple, on peut dire que la culture est à l'organisation ce que la personnalité est à l'individu. On le voit dans la façon dont sont traitées les fusions-acquisitions dans les journaux. On parle, dans notre jargon, de présenter la mariée. On parle de publier les bancs. Il y a beaucoup de métaphores qui vont dans le sens, finalement, d'une alliance de personnalité, de culture. Et donc, on va chercher, dans un premier temps, à offrir à nos clients la possibilité d'identifier quelle est sa culture. Et donc de rendre tangible ce qui est intangible dans l'organisation, de pouvoir être à même, quand on va identifier sa stratégie d'acquisition, de se dire, nous, on arrive avec cette culture d'entreprise, avec une culture d'innovation, on est centré sur le client, on est une culture de la performance. Et ce qui nous intéresse peut-être aussi dans ce projet d'acquisition, c'est de pouvoir aller vers une acquisition d'une entreprise qui a une culture d'innovation, parce que ça va nous permettre finalement de réinjecter de nouvelles valeurs, de nouveaux comportements dans cette future organisation. Il y a un autre élément aussi, c'est de se dire, j'ai un projet d'acquisition, mais
voilà, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie qu'il y ait de belles synergies, j'ai envie qu'il y ait des résultats. Et forcément, quand on a les mêmes valeurs, vous le comprenez, que ce soit le rugby ou le vin, eh ben, c'est beaucoup plus facile de communiquer. Et donc l'idée, c'est de se dire quelles sont les valeurs qui cimentent, qui sont la fondation du groupe, pour identifier aussi les cibles et les projets d'acquisition qui seraient les plus à même d'avoir des résultats les plus rapides avec des synergies les plus puissantes. Enfin, on peut proposer également à nos clients, et c'est aussi très intéressant, qui est ce volet culturel dans la due diligence, ce volet culture, risque humain et culturel. Et là, on va comparer les deux identités, les deux cultures. On va identifier les leviers, ce qui converge et éventuellement ce qui diverge. Et on va se poser la question si le risque est important ou pas. On l'a vu, quand le risque est trop important, ça coûte très cher. Il y a des projets de fusion qui ont échoué et qui ont coûté beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, si on peut identifier le plus tôt possible ces convergences, ça va quand même faciliter les choses. Par exemple, si on prend dans les opérations médiatisées Sanofi, Saint-Laurent, on voit bien qu'on était sur deux cultures très divergentes, pourtant deux cultures françaises, mais avec deux secteurs, deux process, deux structures différentes, des modalités totalement, une vision du monde totalement différente, et que c'est très difficile de réconcilier ces visions du monde. Pardon. Donc enfin, la troisième domaine d'intervention, c'est d'anticiper sur le business case qui va être le projet de la nouvelle entité. Il faut comprendre aussi que ce projet de nouvelle entité, avec ou sans rebranding finalement, c'est aussi de se dire comment on va remobiliser l'ensemble des équipes derrière une vision, big, hairy, audacious goal, une vision un peu inspirante, engageante, réunir des gens qui sont dans des cultures différentes, qui vont devoir s'adapter peut-être à de nouveaux modèles hiérarchiques, de nouveaux règles de pouvoir. Et il est important de préparer ce cas en amont, ou en tout cas de l'avoir en tête, pour que dès l'acquisition, on puisse mettre ça en place et encore une fois gagner du temps, puisque l'idée dans le fait d'intégrer ces aspects culturels, c'est vraiment de garantir, de prévenir les risques d'une absence de création de valeur, en tout cas de pouvoir garantir cet objectif de création de valeur d'au moins 50%. Oui, on adore le digital chez Actoria. D'ailleurs, on est l'une des rares structures à avoir un département informatique depuis 12 ans maintenant. On a développé nos propres outils. Donc, on a des outils de diagnostic d'entreprise, diagnostic stratégique, diagnostic 360, de valorisation immatérielle. C'est très rare sur le marché d'avoir un outil de valorisation immatérielle des entreprises. Tout ça pour dire que oui, on est en train de travailler d'ailleurs sur un outil de plateforme digitale de matching avec de l'intelligence artificielle. Déjà, on match nos bases de données dans notre système, mais on va aller plus loin en externe. Mais pour répondre plus avant sur votre question, en fait, on fait un travail de préparation assez important. En fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que on ne pouvait pas partir tête baissée sur la recherche d'une cible si on ne fait pas un travail préparatoire. Et donc, toute opération d'acquisition fait l'objet d'un diagnostic de notre client, diagnostic stratégique, pour comprendre, pour donner du sens à ces stratégies. Aller sur le why, aller sur le pourquoi et le pourquoi faire. Force est de constater d'ailleurs que lorsqu'on fait diagnostic et on arrive aux conclusions, on n'arrive pas toujours aux mêmes conclusions initiales auxquelles pensait notre client. Et ça nous aide par la suite pour aller chercher les cibles. Parce que rien de pire que identifier des cibles et puis notre client lui dit bah non mais c'est pas ce que je voulais et ça c'est souvent lié au fait qu'il n'y a pas un travail préparatoire en profondeur. En l'occurrence chez nous c'est rarement le cas. Donc on va lancer toute notre logistique, mais en général on tape dans le mille assez rapidement pour trouver les bonnes cibles, parce que on va passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur cette préparation, et c'est important pour nous pour bien comprendre le fonctionnement de l'entreprise et pour bien surtout présenter notre client aux cibles. Ça, c'est l'un des secrets, parce que c'est bien de trouver des cibles, c'est mieux de les convaincre d'entrer en discussion.
Et c'est souvent plus difficile d'aller les convaincre d'entrer en discussion que d'aller les contacter. Les contacter aujourd'hui avec les outils modernes, LinkedIn, tout ça, nous on utilise tous Sales Navigator, enfin on a plein d'outils comme ça pour aller contacter. On peut contacter tout le monde. Tous les CEO du monde entier, on peut les contacter. Mais ça, c'est pas le souci. Le souci, c'est surtout aller les convaincre d'aller entrer en discussion. Et si on ne sait pas le faire, il y a une méthode pour ça d'ailleurs. Une méthode, au fil des années, on s'est beaucoup amélioré sur ce sujet-là. Il y a une méthode d'approche qu'on appelle inbound d'ailleurs. On a une méthode pour attirer à nous d'ailleurs des contacts. Et tout ça, c'est lié à la préparation des opérations. Donc, si on a une bonne préparation, on pense qu'on a un bon résultat aujourd'hui avec nos méthodes d'approche. Francis, Frédéric ? Effectivement, l'approche en inbound est très importante. C'est que tout est à disposition, l'information est là, et les gens qui sont intéressés viennent. C'est-à-dire, on achète l'entreprise, une entreprise qui est présentée, dans le choix des entreprises que nous accompagnons à la session, on ne prend pas n'importe lesquelles, on prend des entreprises qui sont profitables et qui présentent un potentiel de croissance, évidemment. Mais d'un autre côté, une fois que le dossier est prêt et que la préparation est faite, les gens sont là, en attente, en veille ou en observation pour voir des cibles qui correspondent à ce qu'ils cherchent. Qu'est-ce qui se passe en Suisse ? En Suisse, c'est un petit peu comme dans tous les autres pays. À la fin, même si on a du digital, même si on fonctionne tous très bien, on est une équipe d'une vingtaine de personnes avec chacun ses propres réseaux, ses propres expériences, ses propres expertises. Et donc, à un moment donné, quand un de mes collègues a un dossier qu'il recherche, je vais automatiquement avoir des gens dans mon réseau que je peux, contacter de manière directe, à qui je peux poser cette question qui est difficile. Est-ce que tu es d'accord d'ouvrir tout ou partie de ton capital ? Avoir une vraie réponse. Et puis, à partir de là, pouvoir amener ce dossier. À la fin, c'est quand même le réseau qui peut amener beaucoup de choses et le contact direct. Mais tous les outils digitaux permettent quand même un travail beaucoup plus large et je dirais d'avoir moins de candidats possibles qui s'échappent parce qu'à la fin, il faut trouver la meilleure cible pour le mandat qui nous est confié et puis ensuite analyser cette cible pour qu'elle corresponde non pas seulement à ce qu'on en sait, mais ce qu'on a pu analyser. Donc il y a les deux toujours qui sont là pour se complémentarité. Isabelle ? Voilà, comme il l'a expliqué, quand on prépare bien le dossier, bien on sait pas chercher une aiguille dans une botte de foin. Je pense qu'on est plus spécifique et je pense que Fabrice a répondu là-dessus. Et on a ensuite les outils et le réseau pour l'actionner et puis pas partir dans tous les sens. C'est l'idée, voilà. Effectivement, j'ai parlé des aspects culturels. Mais en général, c'est culture and people, comme on dit. Je suis tout à fait d'accord que mettre l'humain au centre des opérations, c'est primordial, c'est critique. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais je dirais que la problématique humaine devient vite un symptôme d'une cause qui, pour moi, est de l'ordre d'un choc identitaire, choc de culture, changement de dirigeants, changement d'organisation, changement de management, peut-être changement de géographie. Donc tous ces changements impactent avec énormément de stress, je dirais, le capital humain. Et il est évident que, dans le cadre de l'opération, on va se poser la question sur les zones à risque, les personnes à risque, sur comment on va adresser aussi bien la confidentialité que la communication du projet, voir effectivement les risques humains de l'opération qui seront aussi ensuite adressés dans la phase de due diligence. Donc il est clair que c'est primordial, on en parle peu souvent, mais c'est au centre parce que souvent le potentiel humain est négligé. On s'arrête sur la logistique, le système d'information, la mécanique un peu de ces opérations et on oublie que derrière il y a des hommes. Pour aller le plus loin possible, autour de cette table, certains ont assisté à des gens qui sont allés jusqu'à attenter à leur vie dans un contexte d'acquisition.
Donc c'est pas du tout à prendre à la légère. Et l'idée, c'est effectivement d'adresser au plus tôt ces aspects-là, de pouvoir en parler ouvertement, de pouvoir piloter au sein de l'entreprise, de créer un comité de pilotage, une cellule qui va s'assurer en tout cas que la communication est la plus adéquate possible, parce que souvent les problèmes humains découlent d'un problème déjà dans un premier temps de communication. Et puis ensuite, eh bien de pouvoir piloter, après la phase de due diligence, la phase d'acquisition. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Fabrice, un commentaire, parce que Isabelle n'a pas de monopole de l'humain. Non, mais l'humain est central, et je crois que d'ailleurs la présence d'Isabelle confirme en effet que pour nous c'est central, parce qu'on va plus loin que sur l'humain, on va sur la culture, qui est donc pour nous le sous-jacent de l'humain, parce que c'est bien beau de dire, et on l'entend depuis des années, que les opérations de fusion-acquisition échouent à cause du facteur humain. Mais aujourd'hui, on a des outils, grâce à Isabelle, d'audit, véritablement, d'audit au niveau des talents, d'audit au niveau des valeurs, d'audit au niveau de la culture, des parties prenantes, entre entreprises porteuses de projets et entreprises cibles. Donc on va auditer notre client au niveau de sa culture, établir un profil, et ensuite on va de même auditer la cible, et puis on peut voir les rapprochements et les distorsions en termes de valeurs et de culture des entreprises. Au moins, si, suite aux conclusions, notre client fait tout de même l'opération, il le fait en toute connaissance de cause. On peut lui dire, nous, on pense qu'il y a un risque très important d'échec post-intégration, parce qu'il y a trop de divergences culturelles entre votre entreprise et l'entreprise que vous ciblez, quand bien même elle a de très bons résultats financiers. Mais on ne compte plus le nombre d'entreprises, hélas, pour lesquelles il y a eu échec d'une opération de fusion-acquisition, alors que sur le papier, ça semblait parfait. Frédéric a un souvenir de fusion loupée à cause de l'humain, et pareil pour Francis, une fusion réussie. Alors, fusion loupée, mais c'est assez classique dans le monde de la gestion de fortune. C'est comme toujours une décision qui se prend entre gens du conseil d'administration, entre personnes qui sont au capital. Et puis à un moment donné, une fois que tout est décidé, qu'on a même gravé les plateaux et qu'on est prêt à faire une cérémonie, on informe le personnel. Et là, on se rend compte que les gens disent non, nous on ne veut pas, nous on s'en va. Et là, il y a deux options. Soit on revient en arrière et on a dépensé de l'argent et on garde le plateau pour bien s'en souvenir. Ou alors on va de l'avant et on pense que l'entité future va être assez forte pour aller se reconstruire. En l'occurrence, on a gardé les plateaux. Ouais. Et toi, Francis ? Oui. Il y a certains changements au niveau des mentalités dans le processus de cession-acquisition. C'est que par le passé, il était très rare que l'on mette son personnel au courant que l'entreprise allait être cédée. Et petit à petit, on commence à intégrer dans le processus et dans la réflexion des patrons d'entreprise qui vont céder. C'est délicat quand même, non ? Si, c'est délicat, mais dans certains cas, les gens font le pas. Les gens font le pas, les gens savent que leur patron, il a 65, 70 ans ou 80 ans. Il y a des patrons d'entreprise qui ont 80 ans. Et les gens commencent à avoir peur pour la pérennité de l'entreprise. Ils se disent, qu'est-ce qui va se passer ? Donc ça peut être aussi et donc, il les rassure un petit peu, dire, je pense à la relève. Et je pense à ce que l'entreprise continue. Et je pense à la continuité de votre emploi. Et d'un autre côté, je prends l'exemple par rapport au MBO que j'exposais tout à l'heure. L'humain est la priorité au niveau de la décision de vouloir ou de ne pas vouloir remettre son entreprise au cadre qui compose la force de cette entreprise. Et il y a une réflexion qui est faite sur la capacité de reprendre l'entreprise ou de ne pas la reprendre. Oui. Et en fonction de cette réflexion et de la réponse à cette réflexion, on décide d'aller de l'avant vers la transmission vers les cadres de l'entreprise ou pas. Gilles ? On s'aperçoit quand même qu'on commence à tenir compte un petit peu de la valeur humaine. Alors, dans les PME, c'est moins sensible que dans les groupes un petit peu plus importants. Il n'empêche qu'on s'aperçoit, c'est que les dirigeants, ça fait partie presque au-dessus du chiffre d'affaires. J'ai des compétences, c'est un petit peu le sujet dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai des talents, ça a une valeur. Alors la difficulté, évidemment, c'est de valoriser, c'est l'immatériel, valoriser ces éléments-là, c'est toujours un petit peu compliqué, mais ça en fait partie, en tout cas, on en tient compte.
En fait, ces aspects sont souvent dans le capital immatériel. Ça reste une grande partie du capital immatériel. Il y a un élément assez important qui concerne en tout cas la culture d'entreprise, c'est qu'elle est identifiée dans le projet de normes des rapports extra-financiers. Ce projet de normes sur les rapports extra-financiers vient homogénéiser les pratiques de rapports extra-financiers. Et monitorer, piloter sa culture d'entreprise va faire partie, à partir de, en tout cas de 2024, des exigences, en tout cas des bonnes pratiques proposées par la norme des rapports extra-financiers. On sait qu'aujourd'hui, ça implique plutôt les grands groupes et que les patrons de PME sont un petit peu moins sensibilisés parce qu'il y a moins de pression. Néanmoins, c'est un critère très important. Aujourd'hui, Frédéric, sur les aspects immatériels, intègre également cet élément-là. Ça peut être aussi, ça a été explicité, un danger en termes de divergence. Si vous prenez une société qui est centrée sur greater good, donc avec cette vision très orientée RSE, qui intègre ou est acquise par une société qui n'a pas cette dimension-là, et ça, c'est un vrai choc là qui est difficile. Ça peut être aussi l'occasion pour une entreprise de dire je vais intégrer une autre approche, donc je m'intéresse à des cibles qui ont déjà cette orientation de raison d'être. Et donc, par l'acquisition, je vais aussi moi-même me réinventer, ça reste une option. Mais oui, effectivement, c'est un critère qui devient de plus en plus prépondérant. Je pense que Frédéric aussi est bien placé pour en parler, mais tout le monde peut... Tout le monde est bien placé. Gilles est bien placé, derrière à ta gauche. Là. Oui, parce que de toute façon, on sera obligé d'y passer. Et que ça concerne les PME, on sera obligé d'y passer. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a appris il y a quelque temps que BPI va accorder ses prêts à condition qu'il y ait une norme RSE. C'est nouveau, donc ça va nous obliger. Alors c'est vrai, là je valide complètement ce qu'a dit notre ami, mais jusqu'à maintenant c'était les grands groupes, maintenant les PME vont être concernés par ça. Gilles, très bien. Francis ? Je crois que toutes les entreprises doivent intégrer tous les processus qui se présentent. On parlait aussi de l'intelligence artificielle, tout. Donc tout évolue très très vite. Et donc, il va falloir trouver des solutions au niveau des PME. Et les solutions, elles doivent soit se trouver en interne, mais profiter de l'occasion d'acquisition et de croissance externe pour assimiler et pour intégrer des choses qui ont déjà été faites dans des cibles qui sont à céder. Frédéric ? Il y a tout à coup une demande de tous les établissements qui font des prêts d'avoir, aujourd'hui c'est une case à cocher. On va nous demander une analyse ESG, donc écologie sociale et gouvernance, et c'est plutôt une photographie de ce qui se passe à l'intérieur avec potentiellement des objectifs et peut-être même une espèce de compétence, mais encore une fois, ça dépend du périmètre. On le fait au niveau d'une PME, c'est assez facile. Aujourd'hui, j'ai en vente une société dans le secteur chimique, mais la société achète et revend des produits. Maintenant, si on doit étendre cette analyse ESG à ses fournisseurs, donc les grandes entreprises chimiques, et de l'autre côté les agriculteurs qui vont utiliser ces produits pour les épandre, ça dépasse tous les budgets qu'une entreprise peut mettre en route. Le point de bascule maintenant, c'est obligatoire d'avoir une analyse ESG pour décrocher un prêt, mais c'est une feuille dans un dossier. La phase suivante, ça va être d'avoir une réelle politique, et encore réelle avec des gens qui soient motivés, c'est-à-dire que comme l'écologie, fin des années 90, début des années 2000, c'est assez haut dans l'entreprise. On a un responsable écologique, on lui donne des pouvoirs et puis ça a disparu. Donc aujourd'hui, on est, je pense, dans un trend beaucoup plus large. Je regrette simplement que la durabilité soit un petit peu trop utilisée dans la logique uniquement écologie. Pour moi, la durabilité du tissu de PME et donc de toute la formation qui va en dessous, elle est importante. La durabilité de la gouvernance d'une entreprise pour éviter qu'à un moment donné, son capital ou ses dirigeants cèdent et mettent tout le monde dans la panique, c'est des éléments qui sont aussi importants à intégrer. Et de toute façon, pour l'avoir fait maintenant quelques fois dans certains mandats, mettre en place une analyse ESG pour une société, je l'ai fait dans le domaine minier, c'est un énorme travail avec beaucoup d'indicateurs, avec une grosse connaissance qui doit venir du terrain, des gens qui sont confrontés. C'est eux qui nous amènent les indicateurs importants, pour la sécurité ne serait-ce que ça. Et il faut en tenir compte. L'Observatoire de l'immatériel à Paris est en train de travailler sur un projet, c'est 10 000 points de contrôle. Alors vous pouvez imaginer que le CFO de Dassault n'a aucun problème de mettre 12 personnes à temps plein sur le sujet, mais pragmatiquement, c'est infaisable.
Donc il faut qu'au niveau des PME, on ait vraiment des gens qui intègrent ça dans leur manière de réfléchir. Et puis pour la plupart du temps, pour avoir vu assez de PME, tout le monde a une très très belle approche, simplement il faut la révéler. Des gens font attention depuis longtemps à plein de choses, ils ont une démarche où ils sont très pertinents quand ils vont choisir un fournisseur, ils ont une très bonne analyse, mais simplement ils ne le disent pas. Et il faut aussi révéler ça, et ça fait partie du travail du consultant qui arrive avec un œil neuf et qui tout à coup voit quelque chose qu'eux pratiquent au quotidien, mais qu'il met en avant. Bon, alors j'espère qu'on vous a tous convaincus qu'il est indispensable d'intégrer dans votre stratégie de croissance sur votre entreprise les fusions-acquisitions. Nous avons vu avec Gilles les avantages, quelques avantages, il y en a d'autres qu'on aurait pu citer en matière d'acquisition d'entreprise. On a vu que ça vous permet de prendre des parts de marché, de développer votre chiffre d'affaires, d'aller acquérir des clients, d'aller acquérir aussi des talents, des compétences techniques, des expertises techniques, d'aller acquérir de la propriété intellectuelle aussi, on a vu, et parfois aller acquérir des autorisations que vous n'avez pas. On peut penser à des secteurs tels que la santé, l'énergie, ces secteurs, il y a beaucoup d'autorisations. Ça peut être assez intéressant d'aller chercher des entreprises qui disposent déjà des autorisations. Et l'environnemental, ne pas oublier aussi l'environnemental, beaucoup de normes. C'est parfois intéressant d'aller chercher des autorisations des entreprises cibles plutôt que passer des mois et des années à développer des process, des procédures environnementaux. On a vu avec aussi Francis qu'il est indispensable d'intégrer la gouvernance, une stratégie sur votre gouvernance. Ouais, c'est vraiment important. Hélas, on n'est pas immuable, on n'est pas immortel, tous. Donc en tant que dirigeant d'entreprise, on est responsable de sa gouvernance. Si on ne travaille pas sur la pérennité de la gouvernance, tout ce qu'on a dit à côté, ça ne sert à rien, puisqu'on ne pourra pas appliquer de levier en matière de fusion-acquisition, puisqu'il n'y aura plus de gouvernance. S'il y a invalidité, incapacité, disparition du ou des dirigeants, on voit encore beaucoup trop d'entreprises qui n'ont pas de plan de crise lorsque l'un des dirigeants ou le dirigeant disparaît ou est en incapacité d'exercer ses activités. Donc on doit travailler impérativement dessus. On a vu avec Frédéric aussi les actifs immatériels qui créent de la valeur donc en matière de fusion-acquisition. Si vous voulez valoriser votre entreprise au mieux, avant un jour peut-être envisager de la transmettre, la céder, il faut travailler sur vos actifs immatériels. Aujourd'hui, nous avons des méthodes pour vous aider à investir sur vos actifs, à augmenter la valeur de vos actifs immatériels et pour pouvoir justifier un jour de la valeur de ces actifs immatériels, parce que c'est bien beau de dire mon entreprise a du potentiel, a un goodwill important. À un moment donné, il faut le prouver. Et bien, si on veut le prouver, il faut bosser ces actifs immatériels. On a vu l'ensemble des éléments et avec rien des moindres concernant la culture qui est très importante et centrale aujourd'hui. Avec Isabelle, j'aimerais attirer votre attention sur la prise en compte nécessaire, je dirais presque quasiment obligatoire, de la dimension culturelle sur toute opération de fusion-acquisition. Il n'y a pas d'opération qui réussit sans prise en compte de l'élément humain et par conséquent de la dimension culturelle qui est l'un des secrets de la réussite d'une opération d'acquisition, de rapprochement, de joint venture, d'alliance. Cette dimension, elle est fondamentale. Il faut vraiment travailler dessus dès le départ avant d'aller de l'avant. Alors, que doit-on faire aujourd'hui ? Eh bien, sans doute peut-être nous contacter pour étudier ensemble. Vraiment au hasard. Voilà. On va étudier les opportunités, on va vous aider après un diagnostic, parce qu'il faut faire un diagnostic stratégique dans un premier temps, mais on peut vous aider à saisir les opportunités pour développer votre entreprise. Alors, pas en opposition avec la croissance organique. Loin de là, notre idée, c'est plutôt de travailler de manière concomitante avec votre stratégie de croissance organique, qui est extrêmement importante, mais intégrer une stratégie de croissance par fusion-acquisition,
C'est l'un des secrets si vous voulez vraiment aller booster votre croissance.